Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Clément. Je suis, comme l'a dit Vincent, CFO de Back Market, directeur financier. You know the drill. Globalement, généralement, je ressemble à Vincent et je suis à l'AG de banque. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qu'on essaye de faire chez Back Market et de toutes les synergies qu'on essaye de mettre en place entre le travail d'un financier relativement classique, tel que certains d'entre vous peuvent le connaître déjà et tel que j'ai pu le connaître auparavant, et le twist sustainability, durabilité qu'on essaye d'intégrer dans tout ce qu'on fait chez Back Market. L'historique, c'est qu'en début d'année, cette année, je reprends la fonction durabilité sous mon scope, avec un enjeu qui est d'en faire quelque chose qui soit aussi fort que la mission de Back Market en elle-même. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui, avec un certain nombre de challenges auxquels je me confronte, et puis des embryons de réponses. Alors, comptez pas sur moi pour vous expliquer comment vous devez faire ou comment les autres entreprises doivent faire. Je vais plutôt essayer de vous donner des pistes sur ce que j'essaye de mettre en place et ce que mes équipes essayent de mettre en place. À l'applaudimètre, qui connaît Back Market ? Ah, c'est bien. À l'applaudimètre, qui est client de Back Market ? Ok. Bon, j'ai essayé d'en convaincre quelques-uns de plus aujourd'hui. Back Market a été créé par 3 cofondateurs, dont un Nantais, by the way, qui, en 2014, ont envie de développer une solution qui est une alternative au neuf pour consommer des produits électroniques, donc reconditionnés. Ces produits électroniques reconditionnés ne fonctionnent, ou on arrive à convaincre les gens de les utiliser, de les acheter, s'ils répondent à 3 critères. 1, être moins cher que le neuf. 2, être aussi qualitatif que le neuf. 3, avoir une expérience client, en tant que client de Back Market, aussi bonne que le neuf. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir, sur ces 3 critères, être top-notch, de telle sorte qu'on ne donne plus aucune raison factuelle au client d'acheter du neuf. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Back Market depuis quelques années. Et pourquoi on essaye de faire ça ? Parce que dans l'ADN de Back Market, sa mission première, c'est de pouvoir offrir aux humains une alternative à la consommation du neuf, parce que le neuf, consommer neuf, dans le monde électronique, dans le monde digital, est extrêmement polluant. Il faut savoir que 4% des émissions de CO2 dans le monde sont liées au digital. Dans ces 4% de CO2, c'est le segment qui croît le plus rapidement parmi les différents segments de pollution. Et dans ces 4% de pollution, 75%, c'est lié au manufacturing des produits qu'on va acheter. Et donc, en offrant une alternative à l'achat de produits neufs, on vient diminuer, tant que faire se peut, l'impact de la consommation de produits électroniques dans le monde. On a réalisé l'année dernière, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de transition écologique de l'État, une étude qui est ressortie avec ces datas-là. Chaque smartphone qu'on vend reconditionné, c'est vrai pour les smartphones, c'est vrai pour les autres devices, mais chaque smartphone qu'on vend reconditionné, c'est un peu moins de 80 kg de CO2 qu'on aura évité, donc d'émissions de CO2 évitées, et c'est 77 000 litres d'eau non polluée. 77 000 litres d'eau, c'est ce que vous boirez entre votre naissance et vos 94 ans, si tant est que vous arriviez jusque-là. Chaque smartphone. Donc l'impact, il est énorme.
L'impact, il est énorme. Ça répond en premier lieu à la raison d'être de Back Market. Mais quand moi, CFO, je récupère la sustainability, la durabilité, l'équipe durabilité en début d'année, j'ai aussi une responsabilité par rapport à ça. Cette responsabilité, c'est de réintégrer ou d'intégrer dans la manière dont je suis la performance de cette entreprise tous les aspects de la durabilité. Et tous les aspects de la durabilité, c'est évidemment la durabilité économique, c'est laquelle avec laquelle je suis le plus familier et dans une certaine mesure confortable, mais c'est aussi les impacts environnementaux et les impacts sociaux. Et ça, la question que je me pose et qu'on se pose avec nos équipes, c'est comment est-ce qu'on le fait concrètement? On se pose cette question parce qu'on est chez Back Market. La réalité, c'est que tous les CFO de France et de Navarre vont être amenés à se la poser dans les mois et les années à venir. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une dynamique extrêmement forte actuellement autour de la régulation et de la définition de règles communes sur ces enjeux de reporter une performance extra-financière pour l'entreprise. Vous connaissez peut-être Emmanuel Faber, qui est l'ancien CEO de Danone, qui est aujourd'hui président de l'ISSB. L'ISSB, c'est le International Sustainability Standards Board. Et il est en charge, avec ses équipes, de mettre en place des critères de reporting, des standards de reporting pour toutes les entreprises dans le monde, pour qu'elles, progressivement, qu'elles viennent à non seulement donner à présenter à leurs actionnaires, aux clients, au marché, au monde, leurs performances financières, P&L, balance sheet, tableau de flux de trésorerie, mais également toutes leurs performances extra-financières. Donc la réalité, c'est que moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, peut-être que j'essaye de prendre un petit peu d'avance sur ce que de toute manière tout le monde va devoir faire demain. La bonne nouvelle, et ce que j'ai découvert sur ces derniers mois, c'est que c'est moins compliqué, moins acrobatique qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce qu'en fait, on partage d'ores et déjà beaucoup de choses entre, je dirais, les financiers et les enjeux de durabilité. La première de ces choses-là, c'est le temps long. Quand on parle de durabilité aujourd'hui, on parle de développement des personnes, on parle de diversité, on parle d'équité homme-femme côté social. Côté environnemental, on parle de trajectoire net zéro, d'objectifs 2030, 2040, 2050. Et donc, il y a une dynamique qui est le temps long. Et ce temps long, nous, côté finance, on le connaît bien aussi parce que c'est ce temps long qui va venir nous faire nous projeter sur des business plans à plusieurs années, comment est-ce qu'on oriente la stratégie de la boîte, comment est-ce qu'on y contribue. Et on se retrouve avec les équipes durabilité autour de ces sujets-là. On a fait quelques succès d'ores et déjà chez nous côté durabilité sur laquelle la finance a beaucoup aidé. On est B Corp depuis février, on était entreprise à mission l'an dernier. Ça fait 2 ans qu'on partage un diagnostic de performance extra-financière qui est globalement un rapport extra-financier audité par nos auditeurs. Et donc l'idée, c'est pas de dire on est géniaux, l'idée c'est de dire on apprend et sur ces sujets-là, on se comprend et on est dans une dynamique de co-apprentissage. Donc le temps long, premier élément. Le deuxième élément, c'est la gestion des risques. En tant que responsable financier, une de mes casquettes, c'est de manager les risques d'une entreprise. Ça peut être les risques de liquidité, ça peut être les risques de fraude, ça peut être des risques de data, GDPR avec nos amis de la tech. Ce que j'apprends avec les équipes durabilité, et ce qui fait que je fais mon travail, j'espère, de meilleure manière aujourd'hui, c'est comment j'intègre également tout ce qui est risque, je dirais, environnementaux et sociaux, qui, pour une entreprise qui se veut être à la pointe de l'économie circulaire, peut vite se transformer en un risque d'un point de vue communication, d'un point de vue perception par les clients. Et donc, le fait d'englober finance et sustainability et durabilité, ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus 360 sur les risques que peuvent avoir l'entreprise. Je vous donne 2 exemples. On parlait de social tout à l'heure avec l'équité. Donc, comment est-ce que
le ratio homme-femme au travers des différents levels de back market est correctement reflété. D'un point de vue payroll, est-ce qu'on est sur des salaires moyens consistants entre les hommes et les femmes? Côté risque de contrepartie, côté notre environnement, je dirais, au-delà de back market, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des règles qui nous permettent de travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs? Est-ce qu'on travaille en priorité avec des sociétés B Corp, avec des sociétés entreprises à mission? Pas forcément toujours les moins chères, mais celles avec lesquelles on a envie d'écrire quelque chose de commun. Et le dernier sujet avec lequel je me suis retrouvé finalement sur les équipes durabilité, c'est très bas de plafond, c'est l'efficacité opérationnelle. Moi, avec mon background, je gère un budget. Je m'assure que les coûts ne dépassent pas ce qu'on a convenu. C'est autrement plus engageant pour les équipes quand, au lieu de leur dire on voyage avec ce budget-là en euros, on arrive à construire quelque chose qui devient voilà votre budget carbone, CO2, débrouillez-vous pour ne pas le dépasser. Soyez créatifs, trouvez des choses, mais les gens s'y retrouvent beaucoup plus. Ça fait beaucoup moins bâton, ça ressemble beaucoup plus à une espèce de carotte à laquelle tout le monde adhère. Puis le deuxième élément, c'est un engagement fort des équipes. Les gens chez Back Market viennent beaucoup pour la mission, pour ce qu'on essaye de développer. Maintenant, ils restent parce qu'on est fidèle à nos valeurs, mais aussi parce qu'on les développe, parce qu'ils se sentent valorisés, parce qu'on fait attention à avoir des équilibres hommes-femmes et de diversité importants. Et tous ces éléments-là se transforment finalement en une meilleure, je dirais, comment dire, les gens restent plus longtemps, globalement, moins d'attrition, et donc moins de temps passé chez nous à aller recruter des remplaçants pour des gens qui seraient partis. Donc, in fine, je m'y retrouve aussi sur les coûts. Donc, on parle le même langage. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Et c'est là où ça devient un petit peu plus touchy. Et ce que je vais vous partager, ce n'est pas des vérités toutes faites, c'est des axes de réflexion. Pour pouvoir réellement, en tant que directeur financier, avoir une dynamique de reporting ou de pilotage de la société qui soit à la fois économique et extra-financière, j'ai besoin d'avoir des critères financiers et extra-financiers qui répondent aux mêmes considérations. Il faut qu'ils soient pertinents, évidemment, mais cette pertinence, selon moi, elle serait traduite par 4 grands éléments. Il faut que ces critères soient mesurables, donc qu'on puisse les définir, qu'on puisse les mesurer, qu'on puisse se fixer des objectifs et savoir si à la fin de la journée on est vert ou on est rouge. Il faut qu'ils soient actionnables, qu'on puisse en définir des plans d'action pour les améliorer. Il faut qu'ils soient assignables. Chaque critère doit appartenir à une fonction, mais il faut qu'il soit de la même fréquence. Et c'est sans doute celui sur lequel on a le plus eu de mal à trouver des critères extra-financiers qui répondent à ces enjeux-là. Tous les mois, je partage avec mon comité exécutif, le board et les salariés de Back Market la performance de Back Market. Si je veux continuer à le faire en intégrant les critères extra-financiers, il faut que tous les mois, le 8 du mois suivant, mes critères extra-financiers soient disponibles. Ça en élimine un certain nombre. Mais en revanche, on est obligé de passer par là, parce que sinon, je vais vous expliquer que je fais le travail, j'ai intégré la sustainability, mais on la regarde 2 fois par an, parce que vous comprenez, je n'ai pas les bons critères, et ça ne marche pas. Et donc, on est venu réduire de manière significative le nombre de critères qu'on a définis pour pouvoir avoir des critères uniquement qui répondent à ces enjeux-là. C'est le nombre de nouveaux clients, ce qu'on arrive à faire prendre le risque d'acheter chez Back Market, et on arrive à pousser le reconditionné comme une alternative au neuf. Ça sert ma mission. Comment est-ce que je réalise, comment est-ce que je mesure réellement l'atteinte de ma mission, qui est de donner à tout le monde une alternative crédible à consommer du neuf. C'est le nombre de tonnes de CO2 économisées, sur lesquelles on a des dynamiques de data qui nous remontent, qui sont exactement les mêmes que sur les revenus. C'est tous les enjeux sociaux.
tout ce qui est churn, NPS, Net Promoter Score, ce genre de choses qui servent également à mieux orienter les politiques HR, mais aussi à savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue général, au mois le mois. Donc une fois qu'on a un set de KPI intéressants sur lesquels nous, on va savoir reporter, le deuxième élément qu'on a commencé à mettre en place, c'est un enjeu d'exemplarité. Au niveau du COMEX, chaque fonction se voit progressivement affecter un objectif environnemental, social, mais qui sert la durabilité, qui sert notre mission. Chez Back Market, on a des objectifs trimestriels. Ces objectifs trimestriels doivent s'inspirer de ces objectifs durables pour pouvoir servir la mission. Donc, pour notre responsable des opérations, c'est la mise en place d'une politique d'achat responsable qui puisse progressivement nous permettre non seulement d'avoir un impact sur ce que nous, on fait, mais aussi de commencer à progressivement, encore une fois, venir changer la manière dont les prestataires avec lesquels on travaille, les vendeurs qui vendent sur Back Market, opèrent, pour que nous puissions essayer, un petit peu par la contrainte en fait, de pouvoir changer les choses, non seulement sur nous, mais sur aussi ce qu'on appelle le scope 3, par exemple, sur notre environnement plus large. Et chez moi, CFO, l'objectif que j'ai, c'est de mettre en place une trajectoire carbone qui engage la société. Et sur cet élément-là, la manière dont on va essayer d'intégrer davantage la durabilité dans le pilotage de la performance chez Back Market, c'est on va utiliser les outils qu'on connaît le mieux. Au lieu de repenser l'intégralité de notre suivi de la performance, on va commencer par intégrer cette durabilité dans ce qu'on fait au quotidien. Et donc, ma trajectoire carbone commence à la fin du trimestre prochain par la mise en place d'un PNL, d'un compte de résultat carbone. J'aurai un compte de résultat en euros, ce sera intéressant, je pourrais regarder, me comparer par rapport au budget, par rapport à l'année dernière, etc. Mais j'aurai un compte de résultat carbone aussi. Comment est-ce que les ventes opérées sur la plateforme Back Market génèrent un certain nombre d'économies, enfin d'évitements plutôt, de tonnes de CO2. Et en face de ça, comment est-ce qu'à la place de chaque ligne de coût, j'intègre des lignes d'émissions de CO2. Ça peut être mes serveurs, ça peut être évidemment tous mes frais de voyage, c'est certainement tous mes coûts marketing et l'impact que les campagnes marketing, qu'elles soient digitales ou out of home, ont sur la planète. C'est les locaux. Je suis capable, sur 90% de mes lignes aujourd'hui, d'avoir une transcription en émissions de carbone. Ce ne sera pas parfait. Il y a des choses sur lesquelles on sera très bon dès le départ, rien que pour la mesurer. Il y en a d'autres sur lesquelles on aura à cheminer, et ce sera l'objet de mes quarters suivants. Q3, j'ai cet objectif. Q4, je construis mon budget de l'année prochaine, non seulement en euros, mais en CO2, avec l'objectif d'avoir le plus vite possible de la rentabilité, à la fois en euros, mais aussi en CO2. Et ce que j'observe déjà, quand on est en train de construire ça, c'est que mes équipes sont 1000 fois plus impliquées, d'une certaine manière, ou encore plus impliquées, parce qu'elles le sont déjà énormément, parce qu'on vient mettre du sens dans leur métier de contrôleur de gestion, dans leur métier de comptable, et que ça sert la mission, et qu'elles ont l'impression de servir la mission extrêmement directement. Ce que j'observe aussi, c'est que ça intéresse énormément la partie sur toutes les autres équipes de Back Market. On va faire partie d'une initiative côté tech à partir de Q3 qui s'appelle Net Zero for IT. Tout l'objectif, c'est de définir les critères avec un certain nombre d'autres parties prenantes, de définir les critères d'émissions de CO2 générées par la tech. Comment est-ce qu'on les mesure? Comment est-ce qu'on les améliore? C'est le genre d'initiatives qui viennent servir cet objectif et qui viennent s'intégrer parfaitement dans cette trajectoire qu'on essaye d'avoir chez Back Market, qui est de pouvoir réellement équilibrer
performance financière et performance extra-financière. J'aurais plein d'autres exemples, mais le temps tourne et je voudrais m'assurer qu'on ait le temps pour les questions. Et en fait, plus on avance dans ces réflexions-là, et plus on se dit que ce que je percevais initialement comme un défi, comme un challenge, voire comme une contrainte, c'est beaucoup plus une opportunité. Le meilleur exemple que j'ai aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous, équipe finance élargie maintenant, on arrive à faire de ces enjeux-là des enjeux d'innovation pour Back Market. Je vous parlais de l'étude qu'on avait avec l'ADEME initialement, celle qui nous permet de dire que chaque smartphone vendu reconditionné, c'est 77 kg de CO2 évités. On tourne autour de 4500 tonnes de CO2 évitées chaque semaine via les ventes de Back Market. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on les valorise, ces tonnes-là? Comment est-ce qu'on peut servir le business via ces enjeux-là? Comment est-ce qu'on sert l'écosystème? Parce que l'enjeu, ce n'est pas que Back Market réussisse, c'est que pour que le reconditionné s'affirme comme une alternative au neuf, il faut que tout l'écosystème y trouve un intérêt. Et donc, on est en train de construire une manière de pouvoir valoriser des crédits carbone sur des ventes de produits électroniques reconditionnés, non pas vraiment pour Back Market en premier lieu, davantage pour fournir une source de financement supplémentaire pour les reconditionneurs, les professionnels qui, eux, reconditionnent les produits électroniques. Aujourd'hui, la tonne de CO2 sur les marchés, elle est un petit peu au-delà de 100 €. 4500 tonnes de CO2 évitées chaque semaine via Back Market, ça vous donne une idée de l'enjeu qu'il y a derrière. Et ça, ce genre de considérations-là, elles sont permises aussi parce que la finance d'un côté et puis les enjeux de durabilité se rapprochent. Très très rapidement, si je dois étendre un petit peu le scope, de toute manière, ces sujets de durabilité, pour les CFO, c'est des enjeux hyper importants d'ores et déjà sur les marchés. Je vais le faire très vite, mais on le voit aujourd'hui, les notations de sociétés ne sont plus seulement financières, mais elles sont également extra-financières. En 2019, une société qui s'appelle Vigeo, qui a été créée par Nicole Notta, a été rachetée par Moody's. La même année, Robeco-Sam a été racheté par Standard & Poor's. Donc il y a vraiment cet enjeu de venir aujourd'hui noter la performance des sociétés selon tous les angles possibles. Il y a un article des Échos qui sortait en 2020 qui disait que les sociétés qui étaient en delà des attentes ou qui étaient soumises à des crises sur leurs aspects ESG, donc notamment soit environnemental, soit social, avaient une performance en bourse de 12% inférieure à leurs comparables sur 2 ans. Donc ces sujets-là, ce n'est pas des sujets qui impactent la boîte ou l'entreprise de manière ponctuelle. C'est durable. Et ces enjeux-là doivent être pris en compte en tant que tels également. Et enfin, les entreprises les plus en avance aujourd'hui ont accès à des sources de financement innovantes qui se basent sur leur propre capacité à pouvoir être de plus en plus vertes, d'une certaine mesure. C'est par exemple toute la dynamique des green bonds qu'on peut trouver actuellement. Voilà. C'était un petit peu pour ouvrir le débat, mais l'enjeu qu'on a chez nous, c'est d'être vraiment, et c'est sans doute ce qui m'anime en premier lieu, c'est d'être droit dans nos bottes par rapport à notre vision et par rapport à notre mission, sans tomber dans le greenwashing et en étant le plus humble possible sur la manière dont on peut le faire, la manière la plus efficace possible. Donc je ne suis pas venu avec beaucoup de solutions, j'espère vous donner quelques pistes, et puis on pourra toujours se parler l'année prochaine, ici ou ailleurs, de où est-ce qu'on en est, mais je serais ravi de le refaire avec vous. Merci beaucoup.